Depuis plus de 30 ans, la France cherche à repousser son âge de départ légal à la retraite. Mais dans ce débat, les questions sur les fins de carrière sont restées minoritaires. Qui sont ceux directement concernés? Et pour ceux encore en activité, dans quelles conditions travaillent-ils aujourd'hui? Ceux dont on parle ici, ce sont les seniors. Mais à quel âge ça commence? Nous nous sommes intéressés à eux parce que les seniors ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Malgré leur expérience et leur maturité, ils subissent de nombreux préjugés, comme la difficulté de s'adapter, la baisse de productivité ou le refus des nouvelles technologies. Certains stéréotypes ont la vie dure, selon le baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise, publié par le MEDEF en 2022. Selon lui, l'âge reste la crainte de discrimination la plus redoutée au travail. Ce chiffre atteint presque 43% des personnes interrogées. Et vous allez le voir, la discrimination des seniors, ça peut commencer bien plus tôt que vous ne le pensez. Aux acteurs de la compétence, nous voulons que tout le monde trouve sa place dans le monde du travail. Et dans cette deuxième saison d'Objectifs Compétences, nous avons voulu nous intéresser aux seniors. Qui sont-ils? Quelles sont leurs aspirations au travail, leurs atouts et leurs difficultés? Comment faire en sorte qu'ils et elles vivent mieux leur deuxième partie de carrière? Nous allons tenter d'y répondre grâce à des spécialistes de l'emploi des seniors en France. Je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Bienvenue dans Objectifs Compétences. Dans ce premier épisode, nous allons nous demander pourquoi les seniors semblent poser problème dans le monde du travail et pourquoi cela est spécifique à la France. Senior, ça vient du latin et ça veut dire plus âgé, par opposition à junior. Dans le monde professionnel, ça qualifie aussi quelqu'un de confirmé, comme un chef de projet senior par exemple. Être chef de projet senior à 30 ans, c'est une vraie réussite. C'est la preuve que vous avez acquis de l'expérience, ce qui vous permet d'exercer des responsabilités, en général valorisées par un meilleur salaire et la gestion d'une équipe. En gros, au senior dans votre titre de poste, c'est positif jusqu'à ce que vous atteigniez 45 ans. Malheureusement, et ça paraît peut-être jeune, c'est à ce moment-là que vous devenez senior. Vous passez dans une autre catégorie, moins valorisée et sujette aux premières discriminations. Pour nous expliquer ce chiffre qui interpelle, nous avons sollicité Éric Beldan. Il est administrateur d'À Compétences Égales, une association qui fédère entreprises, managers, RH et recruteurs pour lutter contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi. Ça va se manifester dans les processus de recrutement, c'est-à-dire que nombre d'entreprises, alors évidemment pas de façon dite ou officialisée, d'abord parce que c'est illégal, mais dans les pratiques, ont tendance à mettre dans les critères non dits mais exprimés quand même, notamment aux intermédiaires de l'emploi que nous sommes, des exigences sur des années d'expérience, etc. Et effectivement qui ont vocation ou tendance à discriminer les personnes les plus âgées ou les plus seniors dans l'emploi. Tout comme les jeunes, d'ailleurs, au demeurant. Donc c'est dans le processus de recrutement et dans la trajectoire de carrière de l'entreprise. C'est-à-dire que, et là où c'est le plus fort, c'est l'évolution et la progression dans l'emploi. Comment je vais occuper des fonctions différentes, je vais développer mon employabilité en ayant occupé différents rôles et différents postes. Et là, on voit que ça se dégrade quand on atteint un certain niveau de seniorité. Ça se dégrade également parce que les employeurs ne donnent pas le même accès à la formation à leurs salariés âgés, qui d'ailleurs, dans un certain nombre de cas, eux-mêmes ne le réclament plus. Ce dont parle Éric Beldan, c'est un cercle vicieux. À partir de 45 ans, les employeurs proposent moins de formation. Les salariés eux-mêmes vont se sentir moins légitimes à les demander. Ils vont donc s'empêcher d'apprendre, moins développer leur employabilité et risquent de moins correspondre à ce que recherche le monde du travail. Cela freine l'évolution professionnelle et initie un début de fragilisation. D'une façon générale, ces salariés seniors, finalement, se sont mis sur les épaules tout ce que le marché leur renvoie. Donc, vont être les premiers à considérer qu'ils ont potentiellement moins d'énergie, qu'ils ont peut-être plus de difficultés à faire valoir leurs compétences et la transposition de leurs compétences
vous allez considérer que rejoindre, par exemple, le monde de la Startup Nation, ça vous est absolument interdit parce que culturellement, vous n'allez pas vous en sortir, alors que vous avez plein de compétences à faire valoir. Les difficultés commencent donc à 45 ans, puis ne font que s'accentuer. À partir de 53 ans, Pôle emploi modifie la durée d'indemnisation maximale pour les chômeurs, portée habituellement à 2 ans. Elle passe à 2 ans et 6 mois pour les chômeurs de 53 et 54 ans, et à 3 ans à partir de 55 ans. Enfin, à 62 ans et plus, la durée d'indemnisation peut s'étaler jusqu'à la retraite. Pôle emploi s'adapte à une réalité. Selon la DARES, l'organisme qui produit les statistiques du marché du travail, le temps de chômage était 2 fois plus long en 2022 pour les personnes de plus de 50 ans. C'est malheureusement la conséquence visible de la frilosité des entreprises à embaucher des plus de 50 ans. Au nombre des critères que nous identifions et des raisons qui peuvent fournir une explication logique, voire pour pas dire objective, c'est que quand on vieillit, on a potentiellement un risque de dégradation de ses conditions physiques face à l'emploi et que les employeurs eux-mêmes, ils sont très sensibles. C'est-à-dire qu'évidemment, alors même si c'est une mécanique assez froide, mais évidemment, leur objectif, eux, c'est de trouver des compétences qui soient parfaitement adaptées à leurs besoins. Si ce sont des conditions, si ça implique des conditions de travail qui peuvent générer de la pénibilité, eh bien, ils vont aller chercher des gens capables de faire face. Donc ça, c'est un des critères. Un des critères principaux, c'est l'employabilité. Et ça joue notamment très nettement sur la population cadre, dans le sens où un employeur qui va potentiellement s'intéresser à la candidature d'un salarié plus âgé va plus regarder sa transposition immédiate dans l'emploi, c'est-à-dire sa capacité à répondre aux exigences immédiates, plutôt que de le projeter durablement dans son entreprise. En France, on ne projette pas le senior, d'une part, et d'autre part, parce qu'on va craindre que potentiellement il va repartir très vite, ou qu'il va s'épuiser, ou que, en tout cas, son engagement dans l'entreprise pourrait être questionné, ce qui est une vue de l'esprit. Enfin, très clairement, ce sont des résistances qui perdurent, mais qui n'ont pas de fondement réel constaté dans l'entreprise, dans un certain nombre de cas, bien au contraire, mais qui, effectivement, sont des critères qui rentrent en ligne de compte quand l'employeur formule sa demande. Et puis, vous avez un pan non négligeable d'entreprises qui, dans leurs critères, du fait de leur propre pyramide des âges, etc., ne vont recruter que des collaborateurs de moins de 45 ans. Cette façon d'agir conduit à un constat inquiétant. À peine plus de la moitié des Français sont encore en emploi lorsqu'ils ou elles liquident leur retraite. Les autres sont au chômage, en invalidité, touchent les minima sociaux ou sont complètement sortis du système. On les appelle alors les NINI ou les NERP, N-E-R-P, ni en emploi, ni en retraite ou en pré-retraite. Même si le taux d'emploi des seniors a bien progressé en France ces dernières années, cet état de fait s'explique par une culture bien française, celle de la sortie précoce selon la sociologue Anne-Marie Guillemard. Elle est spécialiste des comparaisons internationales au sujet de la protection sociale, des retraites et de l'emploi. Pour elle, si les seniors sont en difficulté sur le marché du travail, c'est parce qu'on les a longtemps poussés en priorité hors des entreprises. Nous avons une culture de la sortie précoce, c'est-à-dire une définition du senior comme quelqu'un qui est fragile et vulnérable au niveau du marché du travail, mais qui en même temps n'est pas reclassable. Et là, on peut voir l'évolution de nos politiques publiques sur le chômage et tout ce qui était reclassement pour les plans d'emploi dans les entreprises. Eh bien, il apparaissait que avant 50 ans, vous étiez reclassable, donc vous émargiez un plan de reclassement, et après 50 ans, vous étiez indemnisable. Et donc il y a ce partage qui fait qu'il y a une définition du senior où on est vulnérable dans l'emploi plus non reclassable.
Et ça, c'est très spécifique à la France et à tous les pays qui n'ont pas fait beaucoup de politique active du marché du travail en direction de l'avance en âge, et par contre qui ont développé des politiques de protection. Alors nous, on a eu, maintenant on parle de la retraite, mais on a eu 30 ans de pré-retraite, c'est-à-dire on a été le pays du monde qui avons fait le plus de pré-retraite pendant le plus longtemps et le plus massivement. Cette culture de la sortie précoce que je viens de définir, elle s'exprime par une préférence collective toujours très vivante des employeurs et des salariés pour des départs anticipés. Et elle ressurgit, par exemple, elle a ressurgi très clairement au moment de la pandémie, où les entreprises se sont précipitées à nouveau sur les ruptures conventionnelles et autres dispositifs de sortie précoce pour se débarrasser des seniors. Donc on voit qu'il y a une tendance lourde, et du coup les salariés aussi. Parce que c'est une protection en même temps, ils se sentent vulnérables dans l'emploi. Donc se précipiter vers des formules de sortie précoce, c'est une protection par l'indemnisation. La sortie précoce reste d'actualité. Comme l'évoque Anne-Marie Guillemard, pendant la pandémie, de grands groupes comme Total, Renault, Airbus ont ciblé les seniors lors de leur plan de départ volontaire. Leur argument principal, c'est de dire que ce salarié coûte trop cher. Effectivement, ils sont payés en moyenne 17% de plus qu'un salarié de 25 à 54 ans, selon les chiffres de l'OCDE en 2020. Bien souvent, dans ces entreprises, l'évolution est pensée de manière verticale avec une promotion et une augmentation de salaire. Alors c'est logiquement normal que ces seniors coûtent plus cher. Mais le sujet du coût a bon dos et ce n'est pas la seule raison. C'est aussi un regard porté sur les compétences de ces salariés, souvent jugés moins opérationnels et moins adaptables. C'est pour ça qu'ils sont écartés. C'est une réalité. Bon, il faut l'analyser. S'ils coûtent plus cher, c'est souvent que justement les moins diplômés, les moins bons, on les a déjà sortis dans les sorties précoces. Donc évidemment, les seniors qui restent, ils sont plutôt plus performants que ceux qu'on a sortis. Ça, c'est une première raison. Et la seconde raison, je pense, et c'est peut-être la plus importante, parce que là, on pourrait agir, mais on n'agit pas, c'est qu'on ne propose pas aux seniors un parcours de fin de carrière attractif. Donc, on ne leur ouvre pas d'horizon en emploi. Et ce parcours, il devrait être quoi? Il devrait être plus horizontal. Si on veut que la rémunération ne croisse pas en même temps que l'avancée en âge, il faut arrêter de penser une mobilité purement verticale. Je prends la place du chef, etc. Évidemment, ça fait des rémunérations qui, au bout du compte, deviennent très lourdes. Ce qu'il faut faire, c'est penser les mobilités de fin de carrière en emplois plus horizontaux, donc changement de poste, etc. Pas forcément dans la hiérarchie, mais il faut les rendre attractifs, ces mobilités horizontales. Donc, on va les gratifier avec quelque chose d'autre que la rémunération. Par exemple, un job moins contraignant en temps, il y a moins de pression temporelle, il y a plus d'intérêt dans le travail, plus d'autonomie dans le travail. Il y a une multitude de cas où on pourrait négocier une mobilité, car il est très important de ne pas laisser les gens trop longtemps dans le même poste. Il faut qu'ils évoluent tout le temps. Et il faut qu'ils prennent des formations pour changer de poste. Parce que si vous gardez les gens 20 ans dans le même métier, quand ils arrivent comme seniors, ils sont dans les métiers d'hier, fatalement. Ils ne sont pas dans les métiers dont a besoin et dans les compétences dont a besoin l'entreprise aujourd'hui. Voilà. Donc pour garder les seniors, il faut penser les mobilités en fonction des besoins dans l'entreprise et en termes horizontaux et non pas verticaux. Selon l'OCDE, au troisième trimestre 2022, le taux d'emploi des 55-64 ans en France est de 57%. C'est moins que la moyenne des pays de l'OCDE, bien loin des 73% en Allemagne ou des 78% au Japon. Alors, comment font ces pays pour faire travailler davantage leurs seniors? Dans ses travaux, Anne-Marie Guillemard s'est attardée sur l'exemple finlandais,
qui montre selon elle que pour travailler plus longtemps, il faut travailler mieux. Alors, l'expérience finlandaise m'a beaucoup impressionnée parce que c'était très, très avant-gardiste à l'époque, puisque la Finlande met son plan national quinquennal pour l'emploi des plus de 45 ans entre 1998 et 2002. Elle l'a préparé depuis 1995. En 10 ans, ils avaient fait beaucoup de pré-retraite avant, mais beaucoup moins longtemps que nous. Ils disent on change de cap. Maintenant, les seniors, nous sommes dans une société de vieillissement, de longévité, donc il faut optimiser. Le mot d'ordre, c'est optimiser les nouvelles ressources que détiennent les seniors. Donc, on change de cap radicalement et on dit l'expérience est une richesse nationale. En gros, 5 secteurs. La gestion des âges. Apprendre aux entreprises une nouvelle gestion des âges, plus une gestion par l'âge, mais montrer que c'est le parcours maintenant, et de manière préventive, qu'il va falloir mettre en œuvre. Le suivi, l'accompagnement sur le parcours. Donc, nouveau management des âges, la question de la santé et du bien-être au travail, la formation tout au long de la vie. Vous avez vu que nous, à 50 ans, ça s'arrête, ou quasiment moitié moins, donc c'est considérable. Déjà, on n'est pas très bon sur la formation tout au long de la vie, mais après 50 ans, on est vraiment très mauvais. L'aménagement et l'amélioration des conditions et de l'organisation du travail qui soient plus favorables aux seniors. Et dernier point, 5e mesure, toutes ces mesures étant neutres sur le plan de l'âge, c'est le parcours et non pas l'âge. Le 5e point, c'est recherche, expérimentation et évaluation. Donc une évaluation de ce que font les entreprises. À chaque pas, par exemple, elles changent le management des âges ou elles changent l'organisation du travail dans un atelier ou dans un service grâce aux instruments que leur livre l'Institut national du travail, qui a construit une série d'instruments, dont les baromètres de capacité de travail, etc. Des choses très, très... on leur livre clé en main des mesures qui leur permettent de dire j'investis tant pour modifier l'organisation du travail dans tel atelier qui soit plus favorable aux seniors, etc. Et je regarde ce que ça produit. Et donc, dans un certain nombre de cas, ça a produit en retour sur investissement, en productivité de l'atelier ou du service, le double de l'investissement initial. Donc ça parle aux entreprises. On se dit, si je m'intéresse aux seniors, ça peut me rapporter gros. Pour booster l'emploi des seniors, le gouvernement a lui envisagé un index senior qui demande à l'entreprise de publier ses chiffres en termes d'emploi des salariés de plus de 55 ans et les actions mises en œuvre pour les soutenir. Mais pour Anne-Marie Guillemard, il faut penser les choses différemment et plutôt imaginer un baromètre des compétences. Autrement dit, arrêter de réfléchir par âge, mais plutôt par capacité. Et moi, plutôt qu'un index senior qui n'a aucun sens à mes yeux, et je crois que ce point de vue est partagé par beaucoup, au moins de scientifiques, il faudrait faire un index de capacité, un baromètre ou un index de capacité de travail dans les entreprises et voir les 40, les 45, les 50, les 55, comment se situe leur capacité de travail. Est-ce que l'entreprise les a bien entretenus? Comment se situe leur niveau de compétences? Est-ce qu'ils ont des compétences obsolètes ou des compétences... C'est ça qui serait intéressant, parce que ça nous indique s'il y a un effort de management, de nouveau management des âges, un management dynamique en termes de parcours, au lieu d'être centré sur l'âge. Le management par l'âge n'a plus de sens aujourd'hui. C'est pour ça que je dis maintenir les seniors. Ça, on reste dans l'âge. Alors, on n'aura aucun effet, parce que tout ce qu'on peut faire à 55 ans, c'est trop tard. Tout ce qu'on peut faire d'efficace, on va faire le curatif à 55 ans. Ce qui est intéressant, c'est de rendre soutenable le travail plus longtemps pour que les gens puissent prolonger. Et ça, par exemple, les Allemands dans l'automobile l'ont très bien fait. Ils prennent des jeunes sur des emplois
difficiles, des postes avec des postures difficiles, et ils leur disent vous restez 5 ans là, et puis je vous forme massif pour que vous évoluez dans un autre job. Et donc comme ça, ils n'ont pas des gens de 40 ans usés et démotivés. Une première piste pour améliorer le travail des seniors, c'est donc de mieux prendre en compte l'expérience, les capacités, les compétences et de mettre de côté l'âge. Non seulement pour leur permettre de retrouver le chemin de l'emploi, mais aussi pour résoudre des problèmes de manque de main-d'œuvre et de perte de savoir-faire dans les entreprises. C'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de la saison. Vous venez d'écouter le premier épisode de la 2e saison d'Objectif Compétences consacrée aux seniors et aux compétences. Cet épisode a été écrit par Clara Bayot avec les voix de Christophe Ken et d'Antoine Amiel. Il a été réalisé et mixé par Bénédicte Schmitt sur une musique originale de Jean Thévenin et supervisé par Audrey Largouette en collaboration avec Sébastien Guimier, les acteurs de la compétence. Objectif Compétences est un podcast des acteurs de la compétence produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des étoiles et à en parler autour de vous.